Un coup sec. Le maillet du juge s'abat sur son socle en bois. L'écho, aussi strident et inattendu qu'une détonation d'armes à feu, déchire le silence feutré du prétoire. Chaque personne présente sursaute intérieurement, le son brutal marquant une ponctuation impitoyable dans le déroulement d'une justice qui semble déjà écrite. À la barre, l'officier de police Stéphane Fournier, bardé de médailles, termine son témoignage, sa voix glissant sur les mots avec une confiance artificielle. D'un doigt accusateur, il désigne l'homme sur le banc de la défense, un homme noir nommé Léo Dubois, le traitant de violent trafiquant de stupéfiants. Le procureur, Nicolas Laurent, affiche un sourire de triomphe, le jury acquiesce docilement, et l'avocate de la défense, Manon Lefebvre, remue nerveusement sa liasse de documents, se sentant piégée. Tous, cependant, ont commis une erreur monumentale. Ils croient juger un vulgaire délinquant. Ils ignorent totalement que c'est lui, en réalité, le prédateur. L'atmosphère de la salle d'audience 3B du tribunal judiciaire de la Sarthe était lourde, imprégnée d'une odeur de vieux vernis, de cire et de la résignation muette des âmes dont on décide du sort. La juge Monique Bernard, une femme à l'expression si rigide qu'elle semblait avoir été sculptée dans le même bois précieux que son estrade, dirigeait l'audience d'un œil qui ne laissait rien passer. Face à elle, Nicolas Laurent, procureur à l'ambition aussi tranchante que les revers de ses costumes, orchestrait la chute de l'accusé. Son principal instrument, le témoignage de l'officier Stéphane Fournier. Pouvez-vous, je vous prie, identifier l'individu que vous avez interpellé la nuit du 12 août ? Lança Laurent, sa voix pleine d'une assurance calculée. L'officier Fournier, aux épaules carrées et à la poitrine couverte de distinction, s'approcha du micro. Il arborait la confiance détendue et séductrice de celui qui a répété cet exercice des dizaines de fois. Il leva un index massif en direction de l'accusé. Absolument, monsieur le procureur. C'est lui, juste là. Léo Dubois. Tous les regards se tournèrent vers Dubois. Il avait une apparence banale, engoncé dans un costume de prêt qui bâillait aux épaules. L'épuisement se lisait sur ses traits, mais son visage restait de marbre. Aux yeux du jury, il correspondait parfaitement au portrait que Laurent avait brossé au début du procès, un dealer de petite envergure prit la main dans le sac. À ses côtés, son avocate commise d'office, Manon Lefebvre, griffonna sur son calepin avec une telle rage que la pointe de son stylo traversa la feuille. Sa défense était un château de cartes face à un ouragan imminent. « Je vous remercie, officier », enchaîna Laurent. « Racontez maintenant aux jurés, avec vos propres mots, les faits qui se sont déroulés cette nuit-là. » Fournier se racla la gorge. « Volontiers. Mon coéquipier, l'officier Moreau, et moi-même étions en patrouille dans un village du Perche, un secteur réputé pour être une plaque tournante du trafic. Un informateur anonyme nous a signalé une transaction de grande envergure imminente, à l'angle de la rue du Commerce et de la rue des Tilleuls. Une fois sur place, nous avons repéré l'accusé, M. Dubois, descendant d'une berline sombre pour rejoindre deux individus défavorablement connus. Il tenait un sac de sport noir. Dubois l'observait sans ciller, mais son cerveau fonctionnait à plein régime, enregistrant chaque mensonge, chaque micro-mouvement de Fournier, chaque regard furtif lancé à son collègue, Sébastien Moreau, assis dans le public, attendant son tour de parole. Nous avons décliné notre identité, affirma Fournier, le ton empreint d'une fausse bravoure. Les deux complices se sont immédiatement enfuis. L'accusé, par contre, a réagi avec une hostilité immédiate. Il a lâché son sac et a violemment poussé l'officier Moreau pour tenter de s'échapper. Le scénario était parfait. Clair, concis, héroïque. Nous l'avons bien évidemment poursuivi, ajouta Fournier, en fixant le jury avec un air de regret sincère. Une altercation a éclaté. L'accusé possède une force surprenante. Il a asséné un coup au visage de l'officier Moreau, lui fracturant le nez. Nous avons dû nous y mettre à deux pour le neutraliser. Laurent opina gravement. Et concernant le sac, officier ? Qu'avez-vous découvert dans ce sac de sport qu'il a abandonné ? 5 kg de fentanyl pur, conditionné en pain, répondit Fournier. Ainsi que 15 000 € en petites coupures non traçables dans la poche de sa veste. Un cas d'école de détention en vue de la commercialisation. Manon Lefebvre se redressa. Sa voix, nette et précise, tranchait avec l'apparente faiblesse de sa position. Objection, madame la juge. L'officier Fournier tire des conclusions. C'est au jury de qualifier les faits. Accordé,
concéda la juge Bernard d'un geste de la main. Le jury ignora la conclusion de l'officier. Contentez-vous des faits, officier Fournier. Toutes mes excuses, madame la juge, répondit Fournier, sans la moindre trace de regret. Il jeta un regard teinté de mépris à Manon Lefebvre. Cela faisait 20 ans qu'il voyait défiler des avocats commis d'office de son espèce. De la vermine. Maître Lefebvre, reprit la juge Bernard, le témoin est à vous. Manon s'avança vers la barre, inspira profondément. Officier Fournier, vous servez dans la police depuis 20 ans, c'est bien cela? 21 ans, pour être exact. J'ai d'ailleurs reçu ma 3e citation pour acte de bravoure en mai dernier. Un officier méritant. Et au cours de ces 21 ans, combien d'arrestations liées aux stupéfiants avez-vous réalisées? Des centaines, répondit-il d'un air détaché. Je ne les compte plus. Des centaines. Et pour ces centaines d'arrestations, avez-vous, vous ou votre partenaire, activé vos caméras piétons, comme l'exige le règlement? Laurent bondit de sa chaise. Objection. Cela suppose des faits non avérés. Il a déjà été établi que les caméras étaient hors service. Elle est en droit de poser la question, maître Laurent. Rejeté, statua la juge. Le sourire de Fournier se figea un instant. Comme l'a précisé le procureur, madame, nos caméras ont été mises hors d'état de fonctionner durant la violente confrontation avec M. Dubois. Il a frappé la mienne en se débattant, et celle de l'officier Moreau a été fracassée quand l'accusé l'a projetée au sol. Quelle coïncidence opportune, laissa échapper Manon. Objection. S'écria Laurent. Retenu. Maître Lefebvre, bannissez cette expression de votre vocabulaire. Une question, peut-être? Oui, madame la juge. Officier Fournier, vous avez déclaré que M. Dubois était sorti d'une berline sombre. Avez-vous noté son numéro d'immatriculation? Négatif, madame. Le véhicule a démarré en trombe. Avez-vous une description des 2 autres hommes, ceux qui étaient supposément là pour la transaction? La visibilité était mauvaise. Ils portaient des capuches. Ils ont disparu dans une ruelle. En résumé, pas de plaque, pas de signalement, pas d'enregistrement vidéo. Uniquement votre parole. Et celle de votre partenaire, que nous allons entendre. Un partenaire qui a eu le nez cassé par mon client. Et pourtant, la photo d'identité judiciaire de M. Dubois, prise 30 minutes après les faits, ne révèle aucune blessure à ses mains. Pas la moindre égratignure, pas la moindre ecchymose. Trouvez-vous cela logique? Il brise le nez d'un homme au cours d'une bagarre et ses mains sont intactes. Fournier se cala dans son siège, imperturbable. L'adrénaline fait des miracles, madame. La résistance à l'autorité aussi. Il y a des gens qui ne marquent pas, c'est tout. Le rapport médical de l'officier Moreau est pourtant formel. Son nez a bel et bien été fracturé. Manon sentit l'étau se resserrer. Il avait réponse à tout. Chaque déclaration était confirmée par son coéquipier. C'était un cercle vicieux de mensonges parfaitement orchestré. Elle jeta un regard à Dubois, qui lui adressa un signe de tête quasi imperceptible. Ce n'était pas un encouragement. C'était une autorisation. Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin, conclut Manon, une pointe d'amertume dans la voix qui lui attira un regard réprobateur de la juge. En regagnant sa place, Fournier frôla la table de Dubois. Sans le regarder, il lâcha à voix basse, assez fort pour être entendu de Dubois et de son avocate, « J'espère que tu aimeras la prison, petit. » Pour la première fois, Dubois leva les yeux. Son regard croisa celui de Fournier. Il n'y avait ni peur ni colère dans ses yeux. Seulement une froideur clinique, le regard d'un entomologiste examinant un spécimen avant de le fixer pour de bon. Ce regard perturba Fournier au point qu'il manqua une marche. Il se ressaisit aussitôt, le visage empourpré, et quitta la salle d'un pas sec. Manon Lefebvre se pencha vers son client. C'est un menteur hors pair. Le prochain, c'est Moreau. C'est lui le point faible. Je dois le faire craquer. Léo, si vous avez quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Dubois se contenta de fixer la barre des témoins où l'officier Sébastien Moreau prêtait serment, la main visiblement tremblante. Laissez-le parler, dit Dubois d'une voix calme et égale. Laissez-le monter son édifice de mensonges.
Qu'ils le construisent le plus haut possible. L'officier Sébastien Moreau était l'antithèse de son partenaire. Fournier était un chêne robuste, Moreau un roseau pliant sous la brise. Plus jeune de 10 ans, le cheveu rare, son regard fuyant balayait la salle sans jamais se fixer. Il suait à grosses gouttes malgré la climatisation poussée à son maximum. Le procureur Laurent l'aborda avec une douceur affectée, comme on apprivoise un animal craintif. « Officier Moreau, merci de votre présence, surtout au vu de vos blessures. Pouvez-vous relater au jury les événements de la nuit du 12 août ?» Moreau passa sa langue sur ses lèvres sèches, son regard cherchant l'approbation de Fournier, assis au premier rang. Oui, on patrouillait. Rue du Commerce, rue des Tilleuls. On a eu une info. Une information sur un trafic de drogue, Léda Laurent. Oui, une grosse affaire. On est arrivé discrètement, tout se faisait un. On a vu l'accusé, Dubois, près d'une voiture. Avec un sac. Il parlait à 2 types. Et ensuite ? Stéphane. Je veux dire, l'officier Fournier, a mis les gyrophares. Il a crié et police. Les 2 autres ont filé. On s'est concentré sur l'accusé. A-t-il obtempéré ? Négatif, monsieur le procureur, répondit Moreau, d'un ton qui sonnait de plus en plus récité. Il a jeté le sac et m'a foncé dessus. Il est vif. Il m'a sauté dessus. Il m'a frappé en plein visage. Moreau désigna son nez bandé et tuméfié, cerclé d'un hématome violacé. Nez cassé. Le médecin dit qu'il faudra opérer. Laurent laissa le jury méditer sur cette preuve tangible de l'agression. C'était confus, poursuivit Moreau, les yeux exorbités. Il se débattait, il hurlait. L'officier Fournier a dû dégainer son arme, pas pour tirer, mais pour le calmer. Il voulait absolument récupérer le sac. On a eu toutes les peines du monde à le menotter. Et le sac, officier Moreau. Avez-vous vu son contenu ? Oui, monsieur. Au commissariat, lors de la mise sous scellé. Des pains de fentanyl. Une grande quantité. Et le liquide. On l'a trouvé dans sa veste pendant la fouille. Un individu violent, aux abois, conclut Laurent, achevant son tableau. Merci, officier. Maître Lefebvre, à vous. Manon Lefebvre s'approcha avec lenteur. Des témoins anxieux, elle en avait vu. Mais celui-ci était différent. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était de la pure terreur. Moreau n'avait pas peur d'elle. Il avait peur de Fournier. Officier Moreau, je vous rappelle que vous êtes sous serment, dit-elle d'une voix posée. Je sais. Vous dites que M. Dubois vous a foncé dessus. C'est un verbe précis. Il a couru vers vous. Oui, comme un bulldozer. Mon client mesure un M78 pour 77 kg. Vous faites un M85, et avec votre partenaire, vous pesez à vous deux au moins 70 kg de plus que lui. Et il vous aurait chargé, vous, 2 policiers en uniforme et armés. Il était sous l'emprise d'une drogue, peut-être du PCP. Je ne sais pas. Il avait une force décuplée, sentait à Moreau, son regard rivé sur Fournier. Vous ne savez pas ? Vous êtes un officier aguerri. A-t-il subi un test de dépistage ? Un rapport toxicologique a-t-il été établi ? Je ne sais pas. J'ai été transporté à l'hôpital. Pour mon nez. Votre nez. Vous dites qu'il vous a frappé. Un coup de poing. De coude ? De tête ? Moreau marqua un temps d'arrêt. Ce détail n'avait pas été préparé. Un coup de poing. Un direct du droit, sorti de nulle part. Un direct du droit, répéta Manon en acquiesçant. Elle retourna à sa table, saisit la photo d'identité judiciaire. Cette photo a été prise, d'après l'horodatage, 32 minutes après l'interpellation. Je la soumets en tant que pièce à conviction B. Elle la fit passer à Moreau par l'intermédiaire de l'huissier. Je vous prie, officier, d'examiner la main droite de M. Dubois. Y voyez-vous un quelconque gonflement, une rougeur,
une éraflure aux articulations? Moreau dévisagea la photo. Non, mais il vient de vous frapper assez fort pour vous fracturer le nez et sa main est en parfait état. Aidez-nous à comprendre, officier. Je n'en sais rien. C'est peut-être un boxeur. Il avait peut-être les mains bandées. Je sais juste qu'il m'a frappé. Regardez mon état. Oh, je vous regarde, officier Moreau, répliqua Manon, sa voix se faisant plus basse. Nous vous regardons tous. Dites-moi, vous ne seriez pas un peu joueur, par hasard? Objection. Tonna Laurent, se levant si brusquement qu'il renversa son verre. Madame la juge, c'est inadmissible. C'est diffamatoire, hors de propos, et une manœuvre éhontée pour discréditer le témoin. La juge Bernard foudroya Manon du regard. Maître Lefebvre, j'espère pour vous que vous savez où vous allez, sinon je vous inculpe pour outrage à magistrat. C'est une question de mobile, madame la juge. J'ai en ma possession des documents prouvant que l'officier Moreau a une dette de plus de 80 000 € auprès de 3 sites de paris sportifs offshore. Il fait l'objet d'une saisie sur salaire. Maître Lefebvre, nous ne sommes pas ici pour juger de la situation financière de l'officier Moreau. La juge Bernard frappa de son maillet. L'objection est acceptée. Le jury est prié d'ignorer totalement cette dernière insinuation. N'y revenez pas, maître. C'est un ordre. Je m'excuse, madame la juge, dit Manon, mais le doute était semé. Le jury ne voyait plus Moreau de la même façon. Un policier blessé est une victime. Un policier criblé de dettes est un homme qui a besoin d'argent. Un homme potentiellement capable de voler des stupéfiants placés sous scellé. Moreau était maintenant parcouru de tremblements, le visage cireux. Revenons aux caméras, officier, poursuivit Manon. L'officier Fournier prétend que la sienne a été brisée par un geste de M. Dubois. Vous, que la vôtre a été détruite quand il vous a plaqué au sol. Alors, il se débattait ou il vous plaquait? Les deux. C'était le chaos. Je ne me souviens plus très bien. C'est allé si vite. Si vite que vous et l'officier Fournier, deux vétérans de la police, avez vu vos caméras respectives être mises hors service de la même manière, anéantissant toute preuve visuelle de l'arrestation. C'est une malchance assez extraordinaire, vous ne trouvez pas? Ça peut arriver, bafouilla Moreau. Vraiment? Vraiment? Manon le dévisagea, laissant peser le silence. Moreau regarda Fournier, puis Laurent, puis la juge. Il était pris au piège. Non. Plus de questions, lâcha Manon en regagnant sa place. Laurent tenta une brève réhabilitation de son témoin, rappelant au jury le nez fracturé, le courage, la violence du terrain. En vain. Moreau quitta la barre presque en courant. Laurent, visiblement déstabilisé mais s'efforçant de garder contenance, se leva. Madame la juge, l'accusation a terminé la présentation de ses preuves. La juge Bernard acquiesça. Maître Lefebvre, à votre premier témoin. Manon Lefebvre se leva. Elle consulta ses notes, puis regarda Dubois. Elle avait prévu un témoin de moralité, un certain M. Peterson, le propriétaire présumé de Dubois, qui devait attester que Léo était un locataire discret et ponctuel dans ses paiements. Une défense bien maigre. Dubois croisa son regard. Il fit le nom et de la tête, une seule fois. Manon se figea, le sang glacé. Que voulait-il? C'était sa seule carte. Dubois se pencha. N'appelez pas Peterson. Appelez-moi. Pardon? Siffla Manon. Léo, c'est de la folie. Laurent va vous dépecer. Vous avez un casier. Cette affaire de détention, il y a 2 ans. Un casier que Dubois s'était arrangé pour avoir, afin de parfaire sa légende. Il va s'en servir pour anéantir votre crédibilité. C'est du suicide. C'est la seule solution, affirma Dubois. Ses yeux n'étaient plus impassibles. Ils brillaient d'une vie intense et d'un calme effrayant. Faites-moi monter à la barre. Manon Lefebvre fut saisie d'une peur qui n'avait rien à voir avec le procès. Qui était vraiment cet homme? Elle déglutit, voyant sa stratégie s'effondrer face à une telle assurance. Elle se tourna vers la juge,
la voix à peine tremblante. La défense appelle Léo Dubois à la barre. Un souffle parcourut l'audience. Laurent releva la tête, un sourire de prédateur aux lèvres. Il échangea un regard complice avec Fournier. Il le tenait. L'accusé allait témoigner. Un cadeau du ciel. Léo Dubois s'avança vers la barre. Ses mouvements étaient fluides, presque élégants. Il ne se traînait pas. Il marchait. Il s'assit, régla le micro et fixa l'huissier. Levez la main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure, répondit Dubois. Sa voix était posée, plus grave que ce que le jury avait imaginé. Sans la moindre trace de peur. Manon Lefebvre se leva, le cœur battant à tout rompre. Ça y était. Son client venait de tendre le bâton pour se faire battre. À elle de l'en empêcher. Monsieur Dubois, commença-t-elle, veuillez décliner votre identité pour le compte-rendu. Léo Robert Dubois. Monsieur Dubois, vous avez entendu les dépositions des officiers Fournier et Moreau. Vous les avez entendus affirmer que vous vous trouviez à l'angle de la rue du Commerce et de la rue des Tilleuls pour vendre 5 kilos de fentanyl. J'ai entendu, en effet. Et ce qu'ils ont dit est-il vrai? Non, maître, répondit Dubois avec aplomb. C'est faux. Que faisiez-vous là-bas, alors? J'effectuais une mission de surveillance, déclara Dubois. Un frémissement parcourut la salle. Laurent laissa échapper un ricanement audible. Surveillance? Poursuivit Manon, feignant de suivre le scénario abracadabrant de son client. Surveillance de quoi? Êtes-vous détective? Objection, lança Laurent, l'air las. Pertinence. L'accusé va-t-il nous dire qui les aura? C'est on ne peut plus pertinent, madame la juge, rétorqua Manon. C'est le nœud de l'affaire. Rejeté. Mais allez à l'essentiel, maître Lefebvre, avertit la juge Bernard. Monsieur Dubois, répondez à la question. Que observiez-vous? Le regard de Dubois balaya la salle, s'arrêtant sur Fournier, Laurent, puis le jury. J'observais un point de livraison supposé d'une organisation criminelle locale, le gang du Perche. Plus précisément, je collectais des informations sur leur réseau de distribution. Laurent était de nouveau debout. Objection. C'est grotesque. Un récit cousu de fil blanc sans l'ombre d'une preuve. L'accusé a déjà été condamné pour détention de stupéfiants. Ce n'est pas un policier. C'est un délinquant qui nous sert un conte de fées. Madame la juge, intervint Dubois, s'adressant directement à elle, sa voix s'élevant au-dessus des protestations de Laurent. Le procureur a raison sur un point. Je ne suis pas détective privé. La juge Bernard se pencha. Que faites-vous, alors, monsieur Dubois? Je vous rappelle que vous êtes sous serment. Le parjure est très sévèrement puni. J'en ai conscience, madame la juge, assura Dubois. Il se tourna vers son avocate. Maître Lefebvre, je pense que votre interrogatoire s'arrête ici. Si la cour le permet, j'aimerais faire une déclaration. C'est tout à fait inhabituel, monsieur Dubois, fit la juge, le regard suspicieux. Les circonstances sont tout à fait inhabituelles, rétorqua Dubois, inflexible. Manon Lefebvre, sidérée, ne put qu'articuler, la défense a terminé, madame la juge. Le procureur peut procéder au contre-interrogatoire. Laurent s'approcha du pupitre, un sourire carnassier aux lèvres. Il allait se régaler. Alors, monsieur Dubois. Ou devrais-je dire l'inspecteur Dubois? Commença-t-il, la voix dégoulinante d'ironie. Belle histoire. Votre propre mission de surveillance. Pour qui travaillez-vous? Zorro? Quelques rires fusèrent dans la galerie. Fournier sourit. Dubois resta de marbre. Monsieur le procureur, parlons plutôt de l'arrestation. Du témoignage de l'officier Fournier. C'est moi qui pose les questions ici, monsieur Dubois, le coupa Laurent. Vous avez bien une condamnation antérieure pour détention de produits stupéfiants? Oui. En 2023. Un plaidé coupable, sans incarcération. Vous êtes donc un connaisseur du milieu de la drogue. En effet, confirma Dubois, un très bon connaisseur. Et vous voudriez faire croire à ce jury que vous, un toxicomane condamné,
enquêtiez sur le crime organisé. Qu'est-ce que vous comptiez faire? Une arrestation citoyenne? Non, monsieur le procureur. Je comptais remettre mon rapport à mon supérieur. Votre supérieur? Le chef cuisinier de votre formulaire d'embauche? Le patron du jardin gourmand? Pour la première fois, Dubois esquissa un sourire glacial. Non. Mon supérieur au ministère de la Justice français. Un silence de plomb tomba sur la salle. Le sourire de Laurent se figea. Fournier, au premier rang, se redressa brutalement. Comment? Qu'est-ce que vous venez de dire? Bégaya Laurent, sa superbe s'étant évaporée, laissant place à une incrédulité glaciale. Dubois glissa la main dans la poche de son costume trop grand. Le temps sembla se suspendre. Ses gestes étaient lents, précis, délibérés. J'ai dit, répéta Dubois, sa voix emplissant soudain tout l'espace, que je comptais remettre mon rapport à mon supérieur. Il sortit un portefeuille en cuir noir. Il l'ouvrit. Objection. Cria Laurent, la voix étranglée par la panique. Le témoin, il. Qu'est-ce qu'il fabrique? Dubois ignora Laurent. Il ignora le jury. Son regard était planté dans celui de l'officier Stéphane Fournier. Je suis l'agent spécial Léo Dubois, dit-il, sa voix tranchante comme une lame de rasoir. De l'inspection générale de la police nationale. Et depuis 2 ans, officier Fournier, vous êtes ma cible. Il présenta le portefeuille. À l'intérieur, sur le cuir sombre, brillait un badge doré, un écusson frappé d'un coq gaulois. Sa carte professionnelle de la DGSI. Ce fut le chaos. Le jury suffoqua. Les journalistes se bousculèrent vers la sortie. Manon Lefebvre resta bouche bée, son bloc-notes tombant à terre. Laurent, livide, était pétrifié. Au premier rang, le visage de Stéphane Fournier se décomposa. La couleur quitta ses joues, laissant place à une pâleur verdâtre. Sa confiance en lui, si arrogante, venait de voler en éclats, remplacée par la terreur pure de l'animal pris à son propre piège. Du calme. Tonna la juge Bernard, martelant son pupitre de son maillet. Du calme dans cette salle. Du calme. Le son du maillet finit par ramener un semblant d'ordre. La juge Bernard, debout, le visage fermé, était furieuse. Silence. Ordonna-t-elle. Asseyez-vous tous. Immédiatement. La salle obéit, dans un silence pesant. Les journalistes furent contenus par les gendarmes, qui se tenaient maintenant en alerte, la main sur leur arme, conscients du bouleversement qui venait de se produire. Laurent, suffocant, retrouva un filet de voix. Madame la juge, c'est une mascarade, une imposture. Cet homme. Il ment. Ce badge est un faux. C'est un outrage à ce tribunal. La juge Bernard l'ignora, les yeux fixés sur Dubois. Monsieur Dubois, ou agent Dubois, votre déclaration est pour le moins extraordinaire. J'espère pour vous que vous pouvez la justifier, sans quoi je m'assurerai personnellement que vous passiez le reste de votre vie en prison. Huissier, approchez. Prenez cet objet et apportez-le-moi. L'huissier, Michel Lambert, un homme massif, s'approcha avec précaution, comme si Dubois pouvait lui sauter à la gorge. Dubois lui remit le portefeuille. L'huissier le déposa sur le bureau de la juge. La juge Bernard examina l'étui en cuir, l'ouvrit, lut la carte, toucha le badge gravé. Son expression passa de la colère à une stupeur glaciale. Elle leva les yeux vers les gendarmes au fond de la salle. Gendarme, dit-elle d'une voix blanche. Y a-t-il une certaine madame Valérie Girard à l'extérieur? L'un des gendarmes, les yeux ronds, acquiesça. Oui, madame la juge. Elle attend depuis ce matin, avec 2 autres hommes. Faites-les entrer, ordonna la juge. Les portes s'ouvrirent. Une femme en tailleur pantalon bleu marine strict entra, suivie de 2 colosses. Elle se déplaçait avec une assurance qui dominait la salle. Elle s'approcha, présenta sa carte au gendarme, puis s'adressa à la juge. Commandant Valérie Girard, DGSI, annonça-t-elle. Je viens récupérer mon agent. Laurent crut défaillir. Il recula, s'agrippant à sa table. Commandant Girard, reprit la juge Bernard, la voix tendue.
Dois-je en conclure que cet homme est bien. L'agent spécial Léo Dubois est l'un de mes meilleurs éléments infiltrés, madame la juge, confirma Girard, la voix sans appel. Il a infiltré le réseau du Perche depuis 2 ans dans le cadre de l'opération Bouclier brisé. Une opération, soit dit en passant, couverte par le secret de l'instruction. Une opération visant à démanteler un réseau de corruption au sein de la brigade de sûreté du Perche. Dubois, toujours à la barre, se tourna vers Fournier. Madame la juge, puis-je poursuivre ma déclaration? Le procureur semblait très intéressé par mon casier judiciaire. La juge Bernard, muette, acquiesça. Ma condamnation de 2023 était une arrestation de couverture, expliqua Dubois d'un ton professoral. Montée en collaboration avec des éléments sains de l'IGPN, pour me créer une légende, me rendre crédible. C'est ce qui m'a permis d'approcher les lieutenants du gang du Perche, et d'attirer l'attention des policiers véreux en quête d'indices ou de proie facile. Son regard se posa sur Moreau, pétrifié dans le public, le visage inondé de larmes. Comme l'officier Moreau, qui doit 84 300 € à un bookmaker d'un casino de Deauville, une somme impossible à rembourser avec son salaire de 72 000 €. Puis il se tourna vers Fournier. Et l'officier Stéphane Fournier, qui vit dans une maison bourgeoise en Sologne estimée à 1 million d'euros, avec un traitement de brigadier de 75 000 € par an. Un homme qui paie 40 000 € par an pour scolariser ses 2 enfants au lycée Saint-Louis. Un homme dont les comptes en banque révèlent des rentrées d'argent inexpliquées et régulières depuis 5 ans. Objection, articula faiblement Laurent. D'où vient cet argent, Stéphane? L'interpella Dubois, sa voix emplissant la salle. Il vient du racket. Des scellés qui disparaissent. Des tuyaux anonymes qui vous conduisent à la planque d'un concurrent, dont vous saisissez la marchandise, en déclarez la moitié et revendez le reste à votre contact au sein du gang du Perche. Cela même que j'étais chargé d'infiltrer. Fournier se leva d'un bond. Menteur. Espèce de... Asseyez-vous, officier Fournier. Rugit la juge Bernard. La nuit du 12 août, reprit Dubois, implacable, n'avait rien d'un hasard. Ils ne m'ont pas simplement repéré. Ils m'ont vu. J'observais une transaction. Après l'échange, Fournier et Moreau, qui n'avaient rien à faire dans ce secteur, sont arrivés. Pas pour une interpellation. Pour toucher leur commission. Mais ils m'ont vu, un inconnu, un témoin. Ils ne savaient pas qui j'étais, juste que je les avais vus prendre un sac. Ils devaient me neutraliser. Il marqua une pause. Le contrôle était un prétexte. Ils ont fouillé ma voiture, un véhicule banalisé de la DGSI, et n'ont rien trouvé. Ils ont paniqué. La lutte violente décrite par Fournier, c'était eux, essayant de détruire leur propre caméra qu'ils avaient eu la bêtise d'allumer. Le nez cassé de Moreau, c'est le coude de Fournier qui l'a heurté dans le noir, dans la confusion de leur propre cafouillage. Moreau éclata en sanglots. C'est vrai. C'est vrai. Mon Dieu, Stéphane, c'est vrai. Fournier se tourna vers lui, furieux. La ferme, Sébastien. La ferme. Le fentanyl, reprit Dubois, d'un calme mortel. Les 5 kilos. Ils ne venaient pas des dealers. C'était la réserve personnelle de Fournier, planquée dans le coffre de sa voiture de service. Le reliquat d'une saisie datant de 3 mois qu'il n'avait pas enregistrée. Il l'a mis dans mon sac. Il a ajouté les 15 000 €, sapé des dealers. Ils m'ont monté un coup. Pour couvrir leur rendez-vous et éliminer un témoin. Sauf qu'ils sont tombés sur un agent du gouvernement. Dubois s'adressa à la juge. Madame la juge, mon avocate, maître Lefebvre, a été tenue dans l'ignorance totale de mon statut. Elle a agi en mon nom avec la plus grande probité. Mais mes accusations ne reposent pas uniquement sur ma parole. Commandant Girard, s'il vous plaît. Girard s'avança, tendant un dossier à l'huissier. Les enregistrements de l'appareil dissimulé de l'agent Dubois, madame la juge. Actif pendant toute l'interpellation. On y entend Fournier murmurer à Moreau, il faut lui mettre la cam du coffre. Le type nous a vus. On est foutu s'il parle. On entend aussi très distinctement Moreau crier, tu m'as cassé le nez, bordel, Stéphane, et Fournier lui répondre, tais-toi et dis que c'est lui. Ce sera notre parole contre la sienne. La juge Bernard était blême. Elle regarda le dossier, puis Laurent. Laurent,
le procureur carriériste, vit sa vie entière s'écrouler. Il avait été berné, manipulé. Il avait, avec une arrogance sans borne, instruit à charge contre un agent de la DGSI sur la base de faux témoignages. Madame la juge, dit-il d'une voix rauque, le parquet requiert l'abandon de toutes les poursuites à l'encontre de M. Dubois, avec effet immédiat. C'est la moindre des choses, maître Laurent, répondit la juge Bernard, glaciale. Elle frappa de son maillet. Toutes les charges pesant sur Léo Dubois sont levées. Il est libre. Elle se tourna ensuite vers le premier rang du public. Son visage n'était plus seulement sévère. Il était l'expression même de la fureur. Mais l'audience n'est pas levée, déclara-t-elle. Officiers Stéphane Fournier et Sébastien Moreau, approchez. Non, finalement, restez où vous êtes. Gendarmes, appréhendez ces deux individus pour parjure, association de malfaiteurs en vue de trafic de stupéfiants, violence volontaire et obstruction à la justice. Fournier tenta une échappée. Mais les deux colosses de la DGSI l'interceptèrent aussitôt, le plaquant brutalement contre la balustrade. Vous n'avez pas le droit. Hurla Fournier, la voix étouffée. Espèce de balance, Dubois. T'es un homme mort. T'entends? Un homme mort. Moreau ne résista pas. Il s'effondra en larmes. Pardon. Je suis désolé. Tandis que les gendarmes lui passaient les menottes, la salle, jusqu'alors silencieuse, fut secouée par les crépitements des flashs. Les journalistes, déchaînés, hurlaient leurs questions. Agent Dubois, depuis quand durait l'enquête? Commandant Girard, combien de policiers impliqués? Maître Laurent, votre démission est-elle imminente? Fournier, un mot sur les enregistrements? Manon Lefebvre, assise à la table de la défense, tremblait de tous ses membres. Elle regardait son ancien client, qui ajustait sa cravate avec un calme olympien pendant que Fournier était évacué, toujours vociférant. Léo, commença-t-elle d'une voix faible. Vous. Dubois la regarda, et pour la première fois, son visage s'adoucit. Maître Lefebvre, je regrette sincèrement d'avoir eu à vous mentir. Ma couverture était ma priorité. Vous êtes une avocate remarquable. Vous avez failli faire craquer Moreau sans mon aide. Je vous suis très reconnaissant. Je crois que je vais aller boire un verre, murmura Manon en s'affaissant sur sa chaise, prise d'un fou rire nerveux. Elle venait non seulement de gagner un procès impossible, mais elle avait aussi été, à son insu, un rouage essentiel dans le plus grand scandale de corruption policière de la décennie. Le commandant Girard et son équipe firent un rempart autour de Dubois pour le guider vers la sortie. Mais avant de partir, Dubois s'approcha de la table du procureur. Laurent était toujours là, pétrifié, le visage exsangue, fixant les deux verres d'eau, l'un debout, l'autre renversé. Maître Laurent, dit Dubois à voix basse. Laurent leva vers lui un regard éteint. Votre parquet est corrompu. Fournier et Moreau ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Depuis 5 ans, la ligne de dénonciation de votre service est alimentée par Fournier. Il se servait de vous pour éliminer ses concurrents, et vous avez marché, parce que ça faisait grimper vos statistiques. Je l'ignorais, balbutia Laurent, tremblant. Il n'était pas malhonnête, au fond. Juste arrogant, carriériste et paresseux. Il avait cru sur parole des policiers modèles parce que c'était plus simple. Maintenant, vous savez, conclut Dubois. Nous allons saisir vos archives. Toutes les affaires traitées par Fournier et Moreau. Toutes celles issues de leur tuyau. Nous serons là avant midi. Je vous suggère de coopérer. Dubois tourna les talons, laissant le procureur face au gouffre de sa carrière brisée. Dehors, c'était la cohue. Dubois, encadré par les agents de la DGSI, fit face au micro. Son costume élimé avait été remplacé par le complet sombre et impeccable d'un haut fonctionnaire, apporté par le commandant Girard. La métamorphose était frappante. Ce n'était plus le petit voyou accablé, mais un homme de pouvoir. Je suis l'agent spécial Léo Dubois, déclara-t-il d'une voix qui dominait la foule. Ce matin, le bureau du procureur de la République, en lien avec la DGSI, a rendu public un acte d'accusation de 200 pages visant 8 membres de la brigade de sûreté du Perche, dont les officiers Stéphane Fournier et Sébastien Moreau. Les chefs d'inculpation incluent le racket en bande organisée,
l'association de malfaiteurs, le trafic de stupéfiants et l'obstruction à la justice. Les questions fusèrent. Dubois y répondit avec un calme professionnel. Il n'était plus la proie. Il était le chasseur, exposant son tableau de chasse. De l'autre côté de la place, Manon Lefebvre observait la scène depuis son bureau. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les chaînes d'infos en continu, la presse nationale, tous voulaient interviewer l'avocate de l'agent secret. Sa carrière, à l'inverse de celle de Laurent, n'était pas finie. Elle venait de décoller. Le séisme ne faisait que commencer. À 15 heures, le directeur général Jean-Luc Dumont, chef de la police, présentait sa démission. Il se disait choqué, horrifié par les agissements de ces hommes. Mais l'acte d'accusation le citait comme complice passif, un homme qui avait fermé les yeux sur les signes flagrants de corruption au sein de ses troupes. Le gang du Perche, cible initiale de Dubois, était en déroute. Privés de leur protection, ses membres se dispersaient. Les équipes de la DGSI, grâce aux informations de Dubois, les cueillaient un par un. Le karma, comme souvent, n'est pas un coup de foudre. C'est une machine lente et implacable, qui venait de se mettre en marche. Les semaines suivantes furent un chaos juridique et politique. Les 8 du Perche, comme on les appelait, étaient sous les verrous. La région était sous le choc. Toutes les condamnations obtenues grâce à Fournier et Moreau au cours des 10 dernières années furent remises en question. Une commission d'enquête spéciale, la commission Dubois, fut créée. Manon Lefebvre, devenue une figure médiatique, accepta un poste de consultante au sein de cette commission, quittant l'aide juridictionnelle pour une carrière lucrative et prestigieuse. Mais la vraie histoire, c'est celle du karma. Pas la satisfaction immédiate d'une arrestation, mais la lente et douloureuse agonie des conséquences. D'abord, Sébastien Moreau. Face à une peine de 30 ans, il choisit la seule issue possible, la collaboration. Il déballa tout. Les planques, les téléphones jetables, le livre de compte que Fournier tenait, caché derrière une brique de sa cheminée. Il raconta les rendez-vous, les pots de vin, les noms des autres flics impliqués. Il pleura pendant les 5 heures de son interrogatoire. Ses aveux furent un raz-de-marée. En échange de sa coopération, le successeur de Laurent lui proposa un accord. Il plaida coupable pour association de malfaiteurs et parjure. Le jour de sa condamnation, il fit de nouveau face à la juge Bernard. Madame la juge, sanglota-t-il, sous le regard de sa femme Sandrine et de ses enfants en larmes. J'ai été faible. Stéphane. Il avait une telle emprise. Il disait qu'on ne faisait que voler les voleurs. J'ai un problème. Le jeu. Je voulais juste offrir une vie meilleure à ma famille. Je suis tellement désolé. La juge Bernard resta de marbre. Vous avez prêté un serment, monsieur Moreau. Vous n'avez pas seulement volé de l'argent. Vous avez volé la justice. Vous avez trahi la confiance des citoyens. Et vous avez tenté de détruire la vie d'un homme qui, lui, honorait ce serment. Votre cupidité n'est pas une excuse. Votre faiblesse n'est pas une circonstance atténuante. Elle le condamna à 8 ans de réclusion. Sa femme Sandrine demanda le divorce, partit s'installer en Bretagne avec les enfants. Sa maison fut saisie. Il fut incarcéré au centre pénitentiaire de Poissy. Un paria, un ex-flic, et pire encore, un mouchard. Son karma fut la peur constante, la perte de sa famille, et le remords éternel d'avoir tout gâché par lâcheté. Ensuite, Nicolas Laurent. Il ne fut pas poursuivi. Son crime était l'orgueil et l'incompétence. Mais dans la fonction publique, c'est une condamnation à mort. Il dut démissionner. Ses rêves politiques, la mairie, un siège de député, s'envolèrent en fumée. Il tenta de monter son propre cabinet. Mais son nom était maudit. Personne ne voulait de l'avocat qui s'était fait berner par un agent infiltré. Il finit associé dans un petit cabinet, Dupont et Associés, spécialisé dans les contentieux routiers. Il dut vendre son duplex et emménager dans un studio. Son karma fut l'anonymat. L'humiliation de plaider pour des amendes de 500 €, hanté par le souvenir du grand procureur qu'il avait été. Et enfin, Stéphane Fournier. Fournier était un roc. Il refusa de parler. Il nia tout, avec la même arrogance, la même haine.
Il était persuadé, jusqu'au bout, qu'il s'en sortirait. Son procès fut un spectacle. L'accusation fit défiler Moreau, les enregistrements de Dubois, les registres de sa cheminée, 3 membres repentis du gang du Perche. Et l'agent spécial Léo Dubois lui-même. Dubois, à la barre, dans un costume impeccable, était l'incarnation de l'autorité. Il détailla, avec une précision chirurgicale, les 2 années d'enquête, les méthodes de Fournier, ses contacts, ses comptes offshore. C'était clinique, implacable, dévastateur. L'avocat de Fournier, payé avec ses derniers deniers, tenta de le dépeindre comme un agent manipulateur, animé par une rancune personnelle. « Agent Dubois, lança-t-il, n'est-il pas vrai que vous nourrissiez une haine personnelle envers l'officier Fournier ?» Dubois s'adressa au jury. « Je ne connaissais pas l'homme. Je connaissais ses actes. Je savais qu'il souillait chaque dossier qu'il touchait. Qu'il faisait tomber des innocents et laissait courir des coupables, moyennant finance. Ce n'est pas de la haine. C'est une mission. Et ma mission est accomplie. » Le jury mit 45 minutes à délibérer. Stéphane Fournier fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Le jour du verdict, Fournier ne pleura pas. Il tremblait de rage. Sa femme Isabelle et ses fils n'étaient pas là. Il l'avait abandonné. La maison de Sologne, les comptes en banque, tout avait été saisi. Sa famille survivait grâce aux aides sociales. « Monsieur Fournier, déclara la juge Bernard, vous êtes le symbole de la corruption. Un poison qui a gangrené votre institution. Vous avez ruiné la confiance du public, la carrière de vos collègues, et l'idée même de justice. Vous êtes le déshonneur de votre uniforme. » Elle le condamna à 45 ans de réclusion criminelle, sans remise de peine possible. Fournier, le visage congestionné, explosa. Il tenta de se jeter sur le procureur. « Vous croyez que c'est fini ? Je vais tous vous crever. Dubois. Dubois. T'es mort. Je te ferai descendre, même en prison. T'es mort. » Les gendarmes le maîtrisèrent avec un pistolet à impulsion électrique. Il s'effondra, secoué de spasmes. Une épave hurlante et pathétique. Son karma fut la perte de sa liberté, de sa famille, de sa fortune mal acquise. La réalité d'une cellule de 6 mètres carrés, au milieu de ceux qu'il avait prétendu combattre, et qui ne voyaient plus en lui qu'un détenu comme les autres. 10 ans plus tard. La brigade de sûreté du Perche avait été réformée en profondeur. Léo Dubois était directeur adjoint de l'IGPN, à Paris. Il s'adressait à une promotion de jeunes recrues de l'École nationale supérieure de la police. L'insigne est un bouclier, leur disait-il. Il est fait pour protéger. Le jour où vous le considérez comme une clé pour ouvrir des portes, pour prendre ce qui ne vous appartient pas, pour vous placer au-dessus des lois, ce jour-là, vous devenez l'ennemi. Ce jour-là, vous devenez Stéphane Fournier. Dans une prison de haute sécurité, Stéphane Fournier, 58 ans, se traînait au réfectoire. Il était émacié, chauve, le visage creusé par l'amertume. 10 ans de prison lui en avaient fait prendre 30. Une longue balafre lui barrait le visage, souvenir d'une rencontre avec un ancien du gang du Perche. Il mangeait seul. Sa femme avait divorcé. Ses fils, devenus adultes, avaient changé de nom. Il ne venait plus le voir depuis 6 ans. Il n'était plus qu'une ombre. Un jeune détenu s'assit en face de lui. « C'est toi, Fournier ?» Fournier grogna. Le jeune rit. « On parlait de toi, à l'époque. Mon oncle, il était du gang du Perche, avant que la DGSI nettoie tout. » Fournier leva un regard vide. « Tu te prenais pour le caïd, poursuivit le jeune. Tu croyais tout contrôler. Mon oncle disait que t'étais le flic le plus con, le plus vénal et le plus imprudent qu'il ait jamais vu. T'étais tellement occupé à gratter ta part que t'as même pas vu qu'il te manipulait. Il te filait de fausses infos, t'envoyait sur leurs concurrents. Ils se sont servis de toi, le vieux. T'étais leur marionnette. Juste leur marionnette. » Fournier le dévisagea. Le dernier vestige de son orgueil, l'idée qu'il avait été un criminel intelligent, un roi, venait de se réduire en cendres. Il n'était pas un roi déchu. Il n'avait toujours été qu'un pion. Il prit sa tête entre ses mains, et pour la première fois depuis 20 ans, Stéphane Fournier s'effondra en larmes.
Dans une banlieue anonyme, Sébastien Moreau sortit d'un centre de réinsertion. Il avait fait 5 ans. C'était un homme brisé. Il travaillait pour le SMIC dans un lavage auto, bulle et éclat. Son ex-femme, Sandrine, l'autorisait à écrire à ses enfants, devenus des adolescents qui le connaissaient à peine. Son karma était une vie de regrets silencieux, un éternel purgatoire. Et dans un grand cabinet parisien, Manon Lefebvre, associée de Lefebvre et Chêne Associés, plaidait avec brio. Elle était devenue la référence en matière de défense des droits fondamentaux. Grâce à la notoriété acquise avec l'affaire Dubois, elle avait fondé l'Initiative Justice, une association qui avait déjà obtenu la révision de 17 procès, dont 3 instruits par Stéphane Fournier. L'histoire était finie. Le maillet était tombé, mais du bon côté, cette fois. La balance de la justice, si longtemps faussée, avait été rééquilibrée. La justice, lente et meurtrie, avait triomphé. Le maillet tombe, mais cette fois sur la tête des coupables. Un château de mensonges érigé par des policiers corrompus, réduit en poussière par un homme qui a refusé de plier. L'histoire de l'agent Dubois et de la chute de Stéphane Fournier est un rappel cinglant, la vérité finit toujours par éclater, aussi profondément qu'on tente de l'enfouir. Et le karma qui s'ensuit est dévastateur, implacable, absolu. Ils se croyaient au-dessus de tout. Ils avaient oublié une règle essentielle, on ne sait jamais à qui l'on a affaire. Si cette histoire vous a tenu en haleine, cliquez sur j'aime. Elle mérite d'être partagée. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de croire en la justice. Et abonnez-vous pour d'autres histoires vraies où les puissants finissent par payer leurs dettes. Dites-nous en commentaire, qui, de Moreau ou de Fournier, a subi le pire châtiment?